Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous les amis, bon dimanche, on va voyager ce matin parce que les Français ne sont jamais aussi bons que quand ils vont à l'étranger et les étrangers jamais aussi fameux que quand ils viennent en France. Donc on fait des allers-retours entre la France et l'Amérique, on fait des allers-retours entre l'Italie et la France et on se régale évidemment dans tous les cas de figure. Mais la première aventure dont je voulais vous raconter l'histoire avec l'aide de mon invité ce matin, ça se passait là-bas. Ah oui, encore une belle série télé, que les moins de 20 ans, etc. Mais toujours cette fameuse musique, ce fameux générique de Dallas, parce qu'à Dallas, il s'est passé quelque chose. Le visage de la gastronomie française en a été bouleversé pour toujours. Et je reçois ce matin le chef Grégory Cohen qui est avec nous. Bonjour Greg. Bonjour, alors je sais pas si je dois t'appeler Vincent ou Bobby. Ah oui, bah écoute, oui, ou sous Hélène. mais j'ai laissé tomber la tenue. Voilà, c'est mieux. Alors Grégory, c'est extraordinaire. Je voudrais que les Français se rendent compte que vous avez été avec une équipe, dont vous êtes le coach, vous avez été raflé un titre de champion du monde du burger au nez et à la barbe des Américains, et pas n'importe quel Américain, à Dallas, au Texas. Au Texas. C'est même au sein du World Food Championship. Donc c'est vraiment très 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 haut. La barre était absolument incroyable. Ça démarre par une rencontre en fait il y a 2 ans avec un jeune chef qui s'appelle Johannes Richard, et qui est un jeune chef que je rencontre sur le championnat de France du barbecue, et qui me dit, j'étais juge à ce moment-là et parrain du championnat de France, et il me dit, quand je passe le voir, il me dit, à la fin du championnat, je me prépare et je pars aux États-Unis, à Dallas, pour le championnat du monde de burger. Ça tombe bien, Johannes est avec nous, le rideau s'ouvre. Johannes, vous êtes là? Bien sûr, bonjour à tous. Depuis votre gare natale, puisqu'il est nîmois. Alors Johannes est nîmois, et donc il part faire cette première épreuve il y a 2 ans, et il revient 2e. Donc il est vice-champion du monde de burger, ce qui est quand même assez génial, assez impressionnant. Mais pas satisfaisant. Pour lui, non, il va vous le dire, parce que c'est un garçon qui est absolument rigoureux dans son travail, oui, qui est d'une créativité absolue, mais qui veut évidemment cette première place. Et peut-être qu'on peut lui demander même comment il se sentait. Johannes, comment ça a démarré? D'abord, vous êtes cuisinier de formation. Oui. De formation, non, je suis autodidacte, moi. Ah, un autodidacte. Et donc, un passionné du burger? Ou c'est venu au cours de votre carrière, de votre expérience? De cuisine en général, je suis une famille de viticulteurs dans le sud de la France, du coup, d'une famille d'épicuriennes. Donc j'ai grandi, ouais. Mon oncle a un domaine viticole et fait du très bon vin d'ailleurs. Là aussi dans le Gard, dans les Côtes-du-Rhône? Dans le Gard également, ouais. Ouais. D'accord. Donc j'ai grandi là-dedans et j'avais toute ma famille qui faisait pousser des légumes. Je pense que jusqu'à... C'est pour ça que vous avez fait du burger. Vous en aviez ras-le-bol du légume. Il fallait manger de la soupe de légumes, je veux de la viande. Exactement. Non, mais j'ai grandi dans une cuisine avec des gens, je veux dire, qui cuisinaient tout en fait. Et donc j'ai eu une passion très jeune. Et par contre, j'étais rugbyman. Et en fait, je me suis toujours refusé de faire de la cuisine parce que si j'étais cuisinier, je pouvais pas jouer au rugby. Ah ouais. Pourquoi il y avait abus? abus de consommation de produits riches et roboratifs? Non, pas tant, mais c'est surtout par rapport aux horaires que je disais ça. Ah ouais, j'imagine, ouais, bien sûr. Parce que là, la coupure... Plus compliqué, ouais, évidemment. Et alors... Du coup, c'est à la fin, c'est en 2018 que j'ai commencé la restauration parce que je me suis dit c'est ma vraie passion et j'ai vraiment envie de faire ce métier. Et c'est là que je m'y suis mis en fait. Souvent, les rugbymen ont une appétence à la 3e mi-temps. On peut dire ça, on peut dire qu'ils aiment bien manger. Ils aiment bien manger et boire. Et pas que ça, voilà. Fêter les choses. Donc moi, je vois ce Johannes, ce jeune gars, avec cet accent chantant là qu'on vient d'entendre, avec cet esprit hyper sympa du rugbyman, ses bonnes valeurs. Et bon, il me dit voilà, on se revoit
ensuite une deuxième fois et on se voit, on fait un événement à Dakar au Sénégal, donc complètement improbable. Ah ouais. Oui, un truc qui n'avait rien à voir. Oui, là, effectivement. N'avait rien à voir. On se retrouve avec plusieurs personnes, le vice-champion du monde, 2 vice-champions du monde. Donc on a Johannes qui est vice-champion du monde et puis on a Ludovic Durand qui est vice-champion du monde traiteur. On est tous là-bas. Et puis il y a Johannes, du vice, quoi. Il y avait du vice. Il y avait beaucoup de vice là-bas. Et puis Johannes me dit j'aimerais bien y retourner. Et avec nous autour de la table, on a un garçon formidable qui s'appelle Jérémy Augereau qui travaille un petit peu à connecter les chefs entre eux. Et vient l'idée de se dire, bah écoute, pourquoi est-ce que tu ne rejoindrais pas Greg en tant que coach dans cette équipe qu'on est en train de monter. Donc il a monté la Team Burger France avec, tu peux citer les 2 autres personnes, vos camarades, vos comparses. Oui, donc en fait, déjà à la base, c'est Benoît Sanchez qui est de Tours, avec qui on a lancé ce projet. En fait, on a créé une association qui est déposée à l'INPI. Oui, très sérieux, non, vraiment. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de structuré. Et en fait, c'est ce que dit Greg. En fait, nous derrière, on avait recruté Nelson Batouxas qu'on a rencontré sur un salon qui a été hyper bienveillant avec nous. Clermont-Ferrand. À faire partie de la team. Et après, donc l'idée, c'était de s'entourer de coachs. Donc Greg est venu naturellement par amitié, par connectivité et par compétence également. Ouais. Et ensuite, Gilles Epier et David Fricot qui sont... Ouh là là, attendez, brûlez pas les étapes, Johannes, hein, parce que on va laisser Greg agréger cette équipe. En fait, Greg, il faut le dire, vous êtes chef, alors on peut dire entre guillemets médiatique, hein, vous vous êtes fait connaître évidemment à France 2 et à France Télévisions plus généralement. Comment est-ce que vous avez mis le nez dans le burger? Parce que la street food, ça fait partie un peu de votre ADN. Alors moi, il y a enfin, la boucle est bouclée réellement, parce qu'il y a 10 ans, je crée le bar à burger, le BAB, et puis le CAB, le camion à burger. Et en fait, avec 2 de mes associés, Yannick Brunel et Abdel Alaoui, on crée ces affaires-là. On va voir Gontran Cherrier, boulanger très reconnu, et on lui demande de travailler sur les buns que tout le monde connaît aujourd'hui, qui sont les buns de qualité et de couleur. Donc on fait le buns noir à l'encre de sèche, on fait le rouge au paprika, on fait le vert à la roquette, et puis on crée des recettes de burgers gastronomiques comme le burger qui fume, qui est servi sous cloche, fumé au foin, etc. Donc toutes ces choses-là, ça a été mon pied vraiment, enfin mon retour à la cuisine. Et du coup, quand Johannes me parle de ce projet de burger, évidemment ça résonne en moi. Et donc on décide de créer une espèce d'association de malfaiteurs. Ouais, moi, quand j'entends association 2, ça sent le malfrat. Attends, quand j'ai commencé la phrase, je me suis dit, attends, comment je peux la terminer? Merci Vincent, voilà, c'est sympa. Et donc on a Johannes, Benoît et Nelson qui sont donc en cuisine et en coach. On a David Fricot qui lui vient de Las Vegas, et puis on a mon pote de toujours, Gilles Epier, très grand chef, franco-américain, on peut presque dire. Hein, franco-américain à gogo. Sa femme est américaine. Il a passé presque la moitié de sa carrière aux États-Unis. Plus jeune chef étoilé de France. Il a été chef à 22 ans. Il y a à peine quelques années. Hein. Et puis du coup, il est lui à Washington. Donc il vient de Washington. C'était votre antenne là-bas, en fait, votre tête de pont, quoi. C'était le goût américain. Voilà. Johannes, pourquoi est-ce que vous aviez besoin d'un coach? Parce que après cette mauvaise expérience de deuxième place, c'est jamais facile hein, d'être vice-champion. Il vous manquait une structure, une stratégie? En fait, concrètement, c'était pour que tout s'imbrique parfaitement. À l'image d'une équipe sportive, il y a toujours un manager, bien sûr, un sélectionneur, un coach. Exactement. Donc en fait, Greg en a parlé. Donc Jérémy Augereau, qui est une personne incroyable, qui a ce talent de créer une harmonie entre êtres humains, on va dire. Et en fait, Jérémy a été déterminant dans cette histoire parce qu'il nous a tous fait connaître. Et c'est là qu'est venue cette réflexion de se dire bon, nous tous individuellement, on a tous des énormes facultés dans des domaines différents, mais pourquoi on n'assemblerait pas toutes nos forces pour faire une énorme team
et que ce team-là aille chercher ce titre de champion du monde. Un peu comme un burger, quoi. Il faut que tout soit bon dedans. Le pain, le cheddar, les oignons, éventuellement la rondelle de tomate et évidemment la viande et la bonne cuisson. Bah voilà, chacun était une strate, mais il fallait en faire un burger, c'est ça ? C'est exactement ça. C'était l'idée de créer déjà une énorme aventure humaine. Je pense que Greg peut en témoigner. On a vécu quelque chose d'incroyable. Hein. Eh ben, on va le revivre avec vous parce que là, on fait une petite coupure. On se retrouve dans 1 minute et demie. Bougez pas, Johannes. Hein. Moi, ce que je veux maintenant, c'est rentrer dans le burger. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est croquer dedans. On va rentrer surtout dans la demi-finale et la finale que vous allez nous raconter d'ici 1 minute. Allez, on revient tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ah là là, on s'en lasse pas. Magnifique. JR est avec nous en la personne de Grégory Cohen. Oui, c'est toi JR aujourd'hui. Okay. Et on reçoit pour le quart d'heure qui suivra, parce qu'on voyage aujourd'hui à Dallas avec l'équipe championne du monde du burger. C'est Grégory Cohen qui la représente ce matin et Johannes Richard au téléphone. Mais en studio, nous accueillons un ami transalpin, je dirais même un peu de Vénétie quand même. Oui, il faut même le dire beaucoup, parce que c'est important les régions en Italie. Ah, oui. C'est Massimo Mori. Bonjour Massimo. Ciao a tutti. Ça me fait plaisir que vous arriviez un petit peu en avance pour écouter l'histoire qui va suivre, qui est incroyable. Ouais. Après, on se parlera de cuisine. Parce que moi, je me demande s'il n'y a pas un rital dans le coup. Ah oui. Bah non, il n'y a pas un rital dans le coup. Il n'y a pas, par exemple, un petit oignon de tropea doux dedans dans ces hamburgers. Non. Tu sais que tous les produits, c'est là où c'était assez exceptionnel. C'est tous les tests que Johannes a fait et qu'on a fait ici en France. Tout a dû être refait. Décalé. Puisque, évidemment, tu es plus du tout avec les mêmes produits. Il y a des obligations qui sont drastiques sur les conditions de type de produit que tu dois utiliser. Je vous rappelle qu'on parle de ce championnat du monde du burger qui s'est tenu à Dallas et où les Français ont brillé au point de rafler le titre au nez à la barbe des Américains, et pas seulement. Combien de nations, Grégory Cohen ? Alors, il y avait 22 concurrents, il y avait des Coréens, il y avait des Japonais, il y avait une équipe militaire, des Coast Guards américains. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, le burger, c'est une institution. Bien sûr, c'est un Donc, dieu. Tu as c'est comme une la équipe... pizza en Italie. Bon, alors imagine, demain, c'est des Japonais qui vont gagner la meilleure pizza. Padre nostro, Santa Cielo, c'est pas possible. Alors, je dois dire qu'on a, par exemple, au championnat du pâté croûte, qui se tient à Lyon d'ailleurs le 4 décembre, j'y serai avec le micro de Sud Radio. Eh bien, croyez-moi, 2 années de suite sont les Japonais qui ont gagné le pâté croûte. Mais quand les Japonais sont quelque part, c'est quelque chose qu'il faut faire bien. Ils étudient, ils font bien. Et c'était une très belle équipe japonaise aussi qui était là, qui avait très très bien travaillé ses produits. Nous, en fait, on est en face d'un jury qui est un jury constitué 100% d'Américains. Et pas des journalistes professionnels, ni des sur chefs. La première phase, vraiment du basique, du cow-boy. C'est la base, c'est le cow-boy qui est là, qui goûte le burger. Nous, on arrive avec un burger gastronomique. Johannes a fait une recette qui est exceptionnelle. C'est quoi, on peut vous demander, Johannes, ce que c'est la recette de ce burger, de la demi-finale ? La recette de la demi-finale, en fait, c'était un clin d'œil à l'origine du burger, donc il prend toute son étymologie à Hambourg, en Allemagne, bien sûr. Le hambourgeois, oui. Exactement. Et aux États-Unis, en fait, selon la McDonald's University qui se situe à Chicago. Oui. Il y a une université McDonald's. D'accord. Ils sont forts. Et en fait, ça a été Fletcher Davis, donc au Texas à Athens, qui aurait inventé le burger. Tel qu'on le connaît. En fait, on a fait un petit clin d'œil entre l'étymologie et la vraie invention du burger au Texas. Donc, on a fait une espèce de coleslaw, mais avec... coleslaw, c'est un mélange normalement de carottes et de choux blancs à mayonnaise, enfin aux rémoulades plutôt. Avec des pommes. Et là, du coup, le chou a été travaillé façon choucroute un peu. Oui, un peu fermenté, quoi. Déglacé avec du Riesling, voilà. Oula, oui. On avait rajouté de la pomme parce qu'il y a une salade texane qui ressemble à un coleslaw avec de la pomme dedans. Ouais. Donc, en fait, on avait rajouté de la pomme dans le coleslaw, avec quelques piquants torréfiés également selon cette recette texane. Après, on a fait currywurst, donc il y a une sauce allemande que nous, on a twisté avec du piment chipotle pour avoir également un côté écologique, parce que pour moi, ça n'a aucun sens de faire... là, vous chipotez, là. Vous chipotelez. Et du coup, pour finir, on avait rajouté
On avait rajouté un bon petit cheddar avec de l'American cheese. Du cheddar fermier quand même? Non, du cheddar de là-bas, du Wisconsin. Oui, on était en fait que sur des produits locaux. Ouais. Et on a fait aussi quelque chose d'assez exceptionnel. C'est Benoît qui a fait ça. On a fait un buns façon bretzel. Donc, et ça, c'est une épreuve qui se déroule en 1h30. Donc, 1h30 du façonnage, du boulage, de la réalisation des buns. Et là, c'est tout le génie de Grégory Cohen que d'avoir une stratégie très intéressante, dont vous m'avez parlé avant l'émission, qui était de jouer sur la note technique. Vous êtes dit, on a un jury d'Amerloc de base qui connaissent que le burger qu'on leur sert généralement dans les fast-foods. Nous, on arrive avec un produit gastronomique, ils vont pas le comprendre. Donc, il y a des places qualificatives avec la note technique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, en fait, c'est plutôt le génie de Johannes parce qu'il avait bien analysé l'année d'avant comment ça s'était passé. Ouais. Et en fait, vu que ce sont des Américains qui vont goûter, ils vont voter pour le cheeseburger de base qu'ils connaissent, etc. Nous, on arrive avec une recette très 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 haut de gamme et du coup, on vise la note technique. Et alors? On a réussi à passer sur la note technique. Sur la note technique. Mais dans le classement général? Sur le classement général, sur le burger lui-même, on n'avait pas une super place, Joe. Non, 19e. 19e sur combien? 22. Sur 22. Oui. Ah oui, donc si tu veux, donc le contrat était rempli. Le contrat était rempli et la stratégie, c'était notre stratégie, et donc on savait. Et qu'il n'y avait même pas de question de se poser quoi que ce soit comme question. On savait que les Texans qui allaient goûter notre burger passeraient complètement à côté du burger. C'est pas leur goût. Mais alors, Johannes, si je comprends bien, ça veut dire combien y a de temps qui se passe entre la demi-finale et la finale? Il y a une journée entre les deux. Une journée. Donc, vous avez une journée, vous prenez quand même un gros coup sur la tête des 19e, j'imagine. Vous dites, oula, on est loin du compte. Honnêtement, pas du tout, parce que c'était vraiment la stratégie, comme le dit Greg. Moi, je l'avais fait l'année dernière, et il nous était arrivé la même mésaventure. Et nous, d'accord. Parce qu'en fait, les jurys qui attribuent la note technique ne goûtent pas cette épreuve-là. Par contre, ce sont eux qui goûtent en finale. Donc, on savait que si techniquement, déjà, ils nous voyaient travailler correctement, et qu'ils savaient que techniquement, on était un peu au-dessus du lot, oui, ça donnait une bonne note mentale, en tout cas une bonne approche. On arrivait le lendemain avec le jury qui avait vu la quantité de travail que vous aviez qu'on avait réalisé, et donc on avait un a priori plutôt positif. On dirait les petits Français là, on commençait à passer, mais sérieux. On commençait à être plutôt dans le haut du panier. Ouais. Et alors là, je m'interroge, qui compose le jury de la finale du coup du lendemain? Alors sur le lendemain, on a des chefs américains, on a une célébrité. Mais des chefs de street food ou des vrais chefs de restaurant? Plutôt street food. Plutôt street food, d'accord. Ensuite, on a un des lauréats d'un des concours de street food. Ouais. Donc pas simple, parce que lui, on sait que de toute façon, on perd son vote puisqu'il va juger ses pairs, ceux avec qui il fait des compétitions tout au long de l'année. C'est copains, quoi. Et donc, on se dit, en réalité, sur les 5 membres du jury qu'il y a là, je crois que c'était 5 ou 6, je me rappelle plus. Bref, on en a un en moins, obligatoirement, et ça n'a pas loupé. Ils ont tous été dithyrambiques sur notre présentation, sauf celui-là qui a posé en fait la question finale, qui est de dire, est-ce qu'on veut voter pour un burger gastronomique ou est-ce qu'on veut un vrai burger de chez nous, bien de chez nous. Mais Greg, j'ai l'impression d'entendre comme dans certains films un avocat qui est en train de compter les jurys d'assises, en disant celui-là on l'a perdu d'avance, celle-là on l'aura peut-être mais il faut la retourner, etc. Donc il y a vraiment une stratégie qui va jusqu'au bout du jugement, quoi. Mais en fait tu le sais, Vincent, même quand on est au Bocuse ou aux autres, on voit qui est le jury, on compte un peu on sait à peu près qui va fonctionner, qui va être plus réceptif à telle recette, comment est-ce que ça va fonctionner. En fait, pour que les auditeurs comprennent, le championnat du monde, c'est un vrai niveau qui est absolument incroyable. On est 22 au départ, deuxième tour, on n'est plus que 7. On veut tous cette place-là.
Et forcément, du coup, on va jouer sur tout ce qui va nous amener soit une différence, mais une différence positive. Mais on sait que si on prend un risque sur une différence, bien sûr. De l'autre côté, on peut se retrouver... C'est un peu la même chose quand ils font la compétition de la pizza. Alors là, par contre, ils ont fait des catégories. Catégorie pizza inventive, pizza, et ainsi de suite. La classique, et ainsi de suite. Parce que c'est un peu plus intéressant. Enfin, un peu plus intéressant, pardon. Je veux dire, ça permet de les classer un peu mieux. Parce que quand tu arrives comme vous êtes arrivé, c'est génial. Parce que vous avez pratiquement cassé tous les codes. Mais tu les casses et il faut voir en face qu'est-ce que tu as. Comment il est le burger de la finale, Greg? Alors le burger de la finale, il est plein de rebondissements. Vraiment, tu vois, la musique de Dallas, elle est parfaite. Parce que le matin, on travaille on goûte un premier burger qui ne nous satisfait pas. La viande est américaine? Alors la viande, elle est exceptionnelle. C'est un boucher qui s'appelle Deep Cuts, Nate, qui nous fait un mélange 100% Wagyu pour la finale. Alors le Wagyu, il faut savoir que c'est la variété de bœuf qui sert à faire le bœuf de Kobe, de Matsuzaka, enfin ces grands bœufs très gras. C'est d'ailleurs pas grands, d'ailleurs des petits bœufs très gras, exactement, japonais. On va jusqu'au bout de la démarche avec Johannes. On va visiter un ranch, le ranch d'élevage, le ranch 2S là-bas avec des vrais cowboys. C'est très classe d'ailleurs, hein, parce que là-bas c'est des cowboys, tu vois, ils ont tous le Stetson sur la tête. Bah oui, c'est pas le béret. Hein, donc on travaille vraiment sur les produits de A à Z et on veut absolument avoir notre identité française. On y tient vraiment. On fait tout de A à Z et rien ne sort de la bouteille, rien ne sort de la boîte. Le ketchup est fait. Tout est maison. Tout est maison. Enfin, tout est réalisé. Tout est réalisé. Même les sauces qui seraient. Toutes les sauces. On a une obligation, c'est d'utiliser le buns industriel sur la finale que tous les autres ont. D'accord. Pour lisser un petit peu pour que tout le monde sache. Voilà. Et là, on se dit, on va travailler sur un truc différenciant. Donc, on fait une dorure sur le buns, on réhydrate le buns. Ensuite, on fait une sorte de crumble mélangé avec du bacon, du popcorn, de la noix de pécan qu'on concasse. Et quand on remet le buns réhydraté à cuire, il se redéveloppe, il a une couleur différente et il a un croustillant, ce qui fait que de tous les concurrents qui sont là, on est celui qui se différencie le plus aussi visuellement. Bon. Et alors, au moment des résultats, ça démarre du bout du tableau et ça remonte à la première place et vous vous décomposez parce que c'est évidemment... qu'est-ce qui est second derrière vous, juste en dessous, Johannes? Vous vous souvenez? C'est un Américain qui est un Américain de Louisiane, il me semble. Ah ouais, le Cajun. Le Cajun est toujours en embuscade. Ah oui. Et donc, d'abord, félicitations, Johannes et Grégory. Mais moi, je voulais dire, ça, c'est vraiment extraordinaire, parce que ça, c'est la sublimation à la française. Ça, c'est vraiment tout simplement à la française. Le français prend un élément extérieur et il arrive à le sublimer. C'est le problème, pas le problème. Je pas un problème. C'est ce qui arrive souvent aussi dans la cuisine gastronomique, ou dans les plats qui ont été transmis dans l'histoire et qui sont arrivés en France et que les Français, ils ont réussi à en faire autre chose, à les sublimer. Et on les voit beaucoup avec les plats italiens. Moi, Simon Maury, vous arrivez à sublimer cette émission. Magnifique, cet accent, l'accent. Parce qu'il prend le français, il met un accent, il sublime le français d'un seul coup. Lui aussi est très fort. Hein. Restez avec nous, messieurs, pour dire au revoir dans une seconde à notre équipe de France de burgers. Mais nous, on va parler cuisine italienne. Et là, il ne s'agit plus de burgers. Quand c'est de la viande hachée, c'est du ragoût. Allez, à tout de suite après ça. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente... Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ah oui, on y est encore à Dallas. On y est encore, pas pour longtemps, parce qu'il faut revenir, messieurs. Avec nous, Grégory Cohen, le coach de cette équipe de France de burger, la Team France. Comment s'appelle? Team Burger France. La Team Burger France. Oui, ça rigole pas. On sent qu'on y est. Et au téléphone, Johannes Richard, qui était le chef de cette équipe, chef et un peu chef d'orchestre aussi, parce que un burger, il faut assembler et il faut assembler les talents. Je rappelle que l'équipe de France a remporté devant 22 candidats de plus d'une dizaine de nations le championnat du monde de burger. Grégory Cohen était venu nous en parler ce matin. Si vous avez raté Grégory, c'est tant pis pour vous. Vous retrouverez ça en podcast sur sudradio.fr. Grégory, merci d'être venu. Vincent, merci mille fois. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'on retrouve ce burger, cette recette, parce que j'imagine que Johannes, vous l'avez mise à la carte de votre restaurant, non? Johannes? Dans mon restaurant, oui, vous m'entendez? Ouais, ça y est, je vous entends. On peut la retrouver dans mon restaurant Croquer la Pie à Saint-Hilaire-d'Auzian, dans le Gard. Ah ouais. Et prochainement, cet hiver... Combien d'habitants dans votre village?
1200 habitants. 1200 habitants, d'accord. Il n'y a pas donc encore la gare TGV, enfin ça doit être celle de... Non, c'est à Nîmes. Après, c'est la plus proche, c'est Nîmes. D'accord, génial. Si vous regardez ma page Instagram, j'ai beaucoup de pop-up éphémères qui arrivent dans l'hiver. Donc on pourra me retrouver à différents endroits. Donc, redonnez-nous le nom de votre resto. Croquer la pie. Croquer la pie, j'adore. Voilà. Ouais, la pie qui chante pas, celle-là, en revanche. Alors, très bien, on va aller croquer le burger du côté du Gard. Enfin, je sais qu'il y a des fans. Hein. Vous avez été tellement suivis sur cet événement, il y a eu une telle couverture médiatique, il faut dire que ça fait du bien quand même d'aller donner des leçons de burger aux Américains. Grégory. Quand même. Maintenant, on est très fiers, vraiment. Bon, allez, un petit coup de Dallas encore, Romain, notre réalisateur. Allez, juste pour y être encore 2 secondes. Mais vous le savez, Ferniaud fait le marché, c'est 2 pistes de danse, 2 ambiances. Voilà, on ne pouvait pas rester à Dallas. Salut Greg. Ciao a tutti. Tu pars. Ah bon? Ciao Massimo. Tu pars avec ta camionnette? Ci vediamo, sì. Ah bon, ben ciao alors. Ciao. Auguri. Je pars avec ta Ferrari. Ah oui, ok. Les clés, ils sont sur le bureau. Massimo Mori, restaurateur à Paris, le Mori Venice Bar. Ciao Lutti, à tutti. Et au téléphone, nous avons, alors là, un peu le patron du commerce extérieur, le bureau parisien de l'ICE, hein, c'est l'Institut Commerce Extérieur, c'est ça? Oui. Hein, alors ça, c'est du sérieux. C'est Luigi Ferrel qui est avec nous. Bonjour Luigi. Oui, bonjour Vincent et bonjour Massimo. Merci d'avoir fait un réveil précoce à 10h30 du matin pour être avec nous. Ah, c'est l'heure du café là. Oui, ça va, avec un petit café bien serré. Écoutez, vous savez faire, hein, normalement les Italiens, il paraît. Alors Massimo nous a fait l'amitié d'être avec nous, puisque lui, il est parisien depuis combien d'années d'ailleurs, Massimo? La première fois que je suis en France, c'était le 14 novembre 75. J'ai réalisé ça l'autre jour, justement à la remise de ces prix fantastiques à l'ambassade, voilà, où Luigi était présent. Voilà pourquoi je vous ai fait venir, Massimo. Vous avez été honoré par la Repubblica. Hein, là, vraiment, l'Italie reconnaît votre mérite et vous a remis une décoration, du coup. Enfin, plutôt un prix. Oui, un prix sûrement pour toute notre histoire de la restauration italienne à Paris, parce que faut dire que moi je suis quand même au commencement. Je suis arrivé en France avec des pizzas, et là on est quand même au restaurant étoilé. Donc tous ces passages, je l'ai vécu, que ce soit dans l'importation des produits alimentaires, food, ou même d'œnologie, comme les grands vins, je sais pas si on peut dire les marques ici, Antinori, Sassicaia et autres. Oui, donc, les super toscans, comme on les appelle. Jusque les super toscans, effectivement. Donc, moi, je peux dire que j'ai vu toute cette grande évolution de la restauration italienne. Je suis très, très fier de ça. Nous avons beaucoup bataillé au départ pour insérer les produits italiens dans la gastronomie française. Aujourd'hui, peut-être on est un peu trop match. Il y en a un peu trop. Un peu trop de n'importe quoi. Ça arrive aussi, mais je veux dire, on est arrivé à un niveau. Pas tant de gastronomie italienne, hein, parce que ce qui est le plus représenté ici, c'est quand même la pizza. Hein, faut le dire. Hein, la plus grande ambassade culinaire de l'Italie en France, ça reste la pizza. Oui, et ça reste la pizza parce que ça a pris une ampleur mondiale, la pizza. Mais je dois dire, c'est celle qui est la plus facile. C'est notre hamburger. On fait la transaction là. C'est notre hamburger à nous. C'est facile à faire, soi-disant. Ça plaît à tout le monde. Même quand c'est mal fait, c'est quand même agréable à le manger parce qu'une tomate avec de la mozzarella et voilà, et un pain chaud. D'ailleurs, on fait des types de pizzas complètement différentes et je le vois. Et c'est pour ça, quand j'ai dit, on est un peu over parce qu'il y a maintenant des groupes qui sont entrés à faire ces genres de produits et ils font quand même un petit peu, du business. Ils sont passés probablement à la vraie valeur de la pizza. Alors, mais ça c'est le succès quand même. C'est vrai, si je peux dire qu'on mange quand même, on peut manger à Paris et pas qu'à Paris, quand même des très bonnes pizzas qui sont d'un très bon niveau, comme on en mange à Rome, à Naples, à Milan. Donc je pense que là aussi il y a une évolution positive. Et puis bon, c'est quand même la pizza, ça nous aide à approcher ceux qui aiment manger aussi à l'Italie. Et puis, il faut leur apprendre autre chose. Alors, c'est vrai que c'est du pain béni pour vous d'avoir des ambassadeurs comme Massimo en France. Mais il faut dire que Luigi Ferrel, les Italiens, d'abord, ils ont voyagé avec leur cuisine et qu'on mange aussi bien dans les capitales européennes, dans les restaurants italiens des capitales européennes qu'en Italie.
Alors oui, disons qu'il y a une explication historique à ça, naturellement, c'est que les Italiens, depuis le fin du 19e siècle, ont immigré massivement dans plusieurs pays du monde. Et donc, en émigrant dans plusieurs pays européens, aux États-Unis, par exemple, aussi beaucoup en Amérique latine, ils sont partis naturellement avec leurs traditions aussi gastronomiques, alimentaires. Et les cuisinières et les cuisiniers aussi. Et voilà, exactement. Donc, cela explique, disons, cette présence un peu partout dans le monde de nos produits et des restaurants italiens. Cela dit, le défi, là, maintenant, Massimo le disait, c'est qu'il faut travailler sur la qualité. Bien sûr. Maintenant, on trouve énormément de restaurants italiens un peu partout. Le défi pour nous aussi, en tant qu'agence gouvernementale, c'est de travailler sur le produit de qualité. Ce qui est un peu l'essence aussi de l'opération qui a été faite avec la soirée à l'ambassade la semaine dernière, qui était dans les contextes de la semaine de la cuisine italienne dans le monde, qui s'organise depuis presque 10 ans et qui mobilise toutes les ambassades, les consulats, les agences comme la nôtre partout dans le monde pour faire mieux connaître la cuisine italienne de qualité et les bons produits. Oui, mais Luigi, très honnêtement, est-ce que la cuisine italienne, enfin, on va dire la gastronomie italienne, a vraiment besoin d'une semaine de la cuisine italienne dans le monde ? Alors, tout le monde me dit ça. Parfois, ils me disent, mais comment la semaine de la cuisine italienne, c'est... La cuisine italienne, elle est là... Et toute l'année, quoi. Voilà, exactement, 65 jours par an. Je pense que quand même, ça... disons, dans certains pays, alors il faut imaginer, ça c'est un peu partout dans le monde, donc il y a certains pays où, disons, on connaît encore pas si bien que ça notre cuisine et nos produits, donc on a besoin de partir un peu de zéro. Là où la cuisine italienne, elle est massivement présente comme en France, ces initiatives peuvent nous aider à travailler sur la qualité, sur la qualité, quoi. Et dire, il n'y a pas que la pizza et les pâtes, quoi. Voilà, bien sûr. Mais vous disiez la France, mais les États-Unis, par exemple, c'est la première gastronomie et c'est peut-être la plus mangée des cuisines aux États-Unis, la cuisine italienne, en tout cas la plus célèbre. Oui, mais ça, sans aucun doute. Mais là aussi, bon, il faut considérer qu'il faut continuer à travailler pour ne pas perdre du terrain. S'endormir, quoi. S'endormir un peu sur les lauriers, quoi. Exactement. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, au printemps, le gouvernement italien a décidé de poser la candidature de la cuisine italienne à l'UNESCO en tant que patrimoine culturel et immatériel. Et voilà, alors là aussi, on peut se poser la question, est-ce que la cuisine italienne a besoin d'être reconnue à l'UNESCO en tant que patrimoine écoutez, ça fait du bien quand même, hein. Alors, le repas français l'a été et ça aide parce qu'on en parle. Massimo, à un moment donné, tout est bon à prendre. Hein. Oui, non, mais moi je pense que de toute façon, déjà, on parlait d'immigrés. Les immigrés, ils ont ouvert cette cuisine dans le monde, peut-être en faisant leurs plats d'une manière très très simple et très familiale, comme par exemple quand on dit en Amérique les spaghetti bol, c'est vraiment une spécialité de la Sicile. Hein. En Italie, on mange pas les spaghetti bol, mais tout cela. Moi, souvent, j'entends critiquer justement cette cuisine d'immigration à droite à gauche, mais je dis, mais les gars, mais c'est eux qui nous ont ouvert les portes. Et en même temps, je reviendrai aussi sur les méga distributeurs ou pizzeries ou groupes qui font la pizza. C'est vrai, mais c'est vrai qu'ils font souvent des choses un peu à la limite par rapport à nous, mais en même temps ouvrent le goût des gens et les personnes quand ils deviennent plus grands, enfin quand ils sont plus curieux, ils vont chercher qui est le bon. Mais ils la connaissent déjà. Pourquoi, par exemple, la restauration espagnole ne s'évolue pas dans le monde? Parce qu'il n'a pas ça. Nous avons cette chance de dire, OK, on a le très bon, on a le, dirons, moins bon. Mais le moins bon, ça nous aide aussi pour amener au bon. Bien sûr. Et c'est ça. Et après, il faut tout ça acheminer dans autre chose. Dans le bon, il y a le très bon. Et le très bon, c'est quoi? La cuisine étoilée italienne?
Est-ce que c'est très bon? Est-ce que c'est pas plutôt la cuisine de la maman, la cuisine de la maison? Ça, c'est un grand truc philosophique à parler de l'autre jour, probablement, notre matinée. Mais c'est très intéressant. C'est notre émission, peut-être. Oui. Ah non, mais elle n'est pas terminée encore, cette émission. On va se quitter 1 minute pour faire une petite pause, reprendre le souffle. C'est important quand on parle de cuisine italienne, car vous le savez, il y a tellement à dire. On se retrouve et on va explorer un petit peu des pistes, justement, autour de cette semaine de la cuisine italienne. À tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. On a fait un saut de puce entre le Texas tout à l'heure avec les champions du monde français du hamburger et on est maintenant en Italie. Ah, qu'est-ce qu'on y est bien, hein, avec ce début d'hiver, cette fin d'automne qui est un peu pluvieuse chez nous, un petit peu fraîche. On rêve d'Italie évidemment et c'est d'ailleurs comme ça que ça marche. Hein. Et Massimo Mori qui est avec nous en studio ce dimanche matin, il est un ambassadeur de la cuisine et du savoir-vivre italien, mais on va le voir dans quelques minutes, pas seulement italien, il est aussi un fou de sa région, hein, la région vénitienne, hein, ce nord-est de l'Italie, qui est tellement particulier parce que c'est un pays de région, l'Italie, exactement comme chez nous, avec des cuisines extrêmement différentes, hein, on l'a esquissé tout à l'heure. Avec nous au téléphone ce matin, Luigi Ferrelli, le directeur de l'ICE à Paris, c'est le commerce extérieur, hein, mais évidemment très attaché aux produits alimentaires, parce que Monsieur Ferrelli, l'alimentation, le produit alimentaire, c'est dans la balance commerciale extérieure de l'Italie très important, hein, presque plus important qu'en France en fait. Hein. Oui, disons que les exportations en général sont un peu la force de l'économie italienne, et parmi les exportations, l'agroalimentaire et les vins pèse d'une façon très importante. On est aux alentours de 10% de tout ce qui est exporté par l'Italie est fait de produits agroalimentaires et de vin. Donc en 2022, juste pour donner un petit chiffre, pour ennuyer un peu nos ascoltateurs, ça fait plus de 60 milliards d'exports dans les secteurs. Donc c'est des chiffres très importants. Ça commence à faire. Et de ce 60 milliards, 10% arrivent en France. Cela pour dire combien la France est importante aussi pour nos producteurs et puis à la fin aussi pour les exportations du secteur. Même si les grands clients dans le monde, alors dans le monde, je suppose que les États-Unis sont évidemment en première ligne et en Europe les Allemands, hein, puis c'est la voie sud-nord. Oui, c'est l'Allemagne qui est encore le plus important pays de destination de nos exportateurs. C'est normal, ils n'ont pas de cuisine, alors il leur faut bien quelque chose. Alors moi, voilà. Oui, moi, Louis, je disais, moi, pour avoir ouvert un restaurant à Munich, c'est quand même une grande différence. Alors, probablement, les Allemands, grand pays, ils importent beaucoup, mais je pense que la France importe mieux. On a les meilleurs clients parce qu'on a des clients. Le français, il est très attaché à sa cuisine. Forcément, il dit partout que c'est la meilleure cuisine. Après, il mange italien derrière à la maison. Mais il apprécie la différence. Il apprécie la bonne qualité. Mais les Français, ils partagent avec l'italien d'un côté le plaisir de se mettre à table, le plaisir de la convivialité. Et donc, je pense qu'il a une mesure aussi d'apprécier ce qui de bon arrive aussi d'Italie. Une façon de se nourrir, on pourrait dire tout à fait. Moi, en prenant du plaisir, pas seulement de se nourrir en fait. En France, que parmi les choses qui lient nos deux pays, il y a ce plaisir de se mettre à table. C'est ça. Et donc ça nous aide, dans tout ce qu'on fait en matière de restauration, de gastronomie, de produits agroalimentaires et de vin aussi. Oui, Massimo. Oui, Luigi. On a beaucoup à faire encore. Oui, puis moi je suis toujours pour mon plaisir en première ligne tous les jours devant les clients. Je trouve que c'est extraordinaire parce que aujourd'hui l'Italie, nos produits, ils ont les grands produits italiens, l'excellence des produits italiens, ils ont tellement une histoire derrière, des terroirs, des régions, des villes comme ça. Et quand on commence à parler comme ça aux clients, on voit que les clients ils s'ouvrent et on voit que les yeux brillent et voit qu'ils mangent intelligent. Ils ouvrent les oreilles et puis après ils ouvrent la bouche. Exactement. Et au fait ils mangent intelligent et ils veulent manger intelligent. Ils sont vraiment attirés le fait pourquoi on fait comme ça, d'où ça vient, mais quelle est son histoire et ainsi de suite. Et ça, non seulement ça développe la cuisine italienne, moi je l'ai toujours, mais
mais ça développe aussi nos régions touristiques, nos lieux, nos restaurants. Moi, je fais partie du groupe, le plus grand, l'association italienne de restaurateurs qui s'appelle Buon Ricordo. Mais nous envoyons sur nos associés, mais des centaines de clients qui vont le voir. Pourquoi? Ils vont chercher. C'est pas une question de luxe de restauration, dans notre groupe. Il n'y a pas une question étoile ou pas étoile. C'est une question de cuisine régionale, l'excellence de ces produits qui se trouvent là et qui est traité d'une manière excellente dans ces endroits. Eh bien, c'est des gens qui vont et qui nous le disent et qui vont goûter ces produits et en même temps, ils vont visiter les églises, ils vont visiter, ils font autre chose. Mais c'est extraordinaire. Tourisme gastronomique quand même. Oui, il s'ouvre énormément, et on le voit avec notre association. Du coup, c'est pas du bouche à oreille, c'est du bouche à bouche. Oui. Si on peut dire. Luigi Ferrelli, c'est important ce que dit Massimo, cet aspect régional. Je crois qu'on l'ignore trop en France. Alors, ça a beaucoup progressé, mais c'est un challenge. Attendez, laissez-moi terminer ma question. Mais c'est un challenge d'avenir aussi. Moi, j'y vois deux choses. Évidemment, cette régionalité italienne qui s'est fait jour depuis 10 ans. Avant, on parlait juste de la cuisine italienne. Maintenant, on commence à toucher plus précisément. Et puis, peut-être l'aspect de cuisine végétale, parce que là il y a un vrai enjeu pour le futur. Ce sont les Italiens qui ont inventé la cuisine des légumes en fait. Alors, tout d'abord, il faut considérer que l'Italie, la botte, elle est très longue, elle fait plus de 1200 km. C'est vrai. En partant des Alpes jusqu'à la Sicile. Donc on part du nord de l'Italie, des montagnes, et on arrive en plein cœur de la Méditerranée. Et cela déjà nous aide à présenter une énorme richesse en termes de produits. De diversité de produits, terroir, de diversité. Et donc ça, c'est vraiment un très grand atout. Mais ça, Massimo pourra nous dire combien, disons, l'énorme richesse qu'il y a dans chaque région. Ce qu'on mange naturellement à Milan est très différent de ce qu'on peut manger à Naples ou à Palerme. Je dis une chose banale, mais c'est vraiment une richesse énorme que l'Italie peut présenter. Mais c'est comparable avec la France. Là, on peut pas dire qu'il y a une vraie prééminence, parce que chez nous, c'est un peu pareil entre l'Alsace et le Pays Basque. Et c'est pour ça que je rajouterais que c'est un peu différent. Moi, c'est pour ça que moi j'ajouterais une donne, c'est que si on prend par exemple la région de la Lombardie, entre les villes comme Sondrio, la ville comme Milan, comme Bergamo, comme Cremona, comme Mantua par exemple, vous avez des gastronomies qui sont différentes. Nous en Italie. Oui, tout à fait. On est un pays qui est uni depuis 150 ans. On vient dans des feudi, des propriétés, des nobles qui tenaient ça et que chacun gardait absolument vivante et voulait avoir leur gastronomie la gastronomie des Gonzague n'était pas ceux des Ferrara, degli Estensi. Il n'était pas ceux des Est. Il n'était pas, et en même temps il faisait la Serenissima. Mais il y avait une différence importante. Et dans les villages souvent, moi j'ai l'habitude parce que j'adore ça. Vraiment, entre 2 ou 3 kilomètres un village et l'autre, il y a des choses qui dévient, qui sont différentes et qu'on les appelle même différemment en produit. Donc il y a une richesse en Italie. Moi, je continue de dire, chaque fois que je vais en Italie, j'ai encore 200 ans à vivre, j'espère, pour pouvoir peut-être un jour savoir un peu tout ce qui se passe en Italie, les spécialités qu'il y a en Italie, les produits d'Italie. Mais c'est énorme. Mais Massimo, si on compare l'Italie et la France, puisque on le dit, il y a évidemment des connivences entre les deux gastronomies, je dirais des rapprochements évident sur la diversité, sur la qualité, sur la volonté de cuisiner, et pas juste de donner à manger des produits bruts. Quelle est la vision qu'ont les Italiens de la cuisine française? Parce que ici, quand on prend vraiment le français basique qui ne s'intéresse pas à la gastronomie, on va dire pizza et pâtes. Côté italien, quand on regarde la France, c'est quoi les produits qui surnagent? Alors, je réponds avant à Luigi. Alors, la vision de l'Italien vers la cuisine française, qu'on comprend rien. Elle est technique, elle est professionnelle, elle est sophistiquée, elle est intellectualisée, elle est trop créative. D'ailleurs, on voit où est-ce qu'on allait avec le moléculaire et ainsi de suite. Et donc, elle est incompréhensible. Et puis, il n'a pas le côté sain qu'il y a l'Italie. Et donc, là, on rentre dans ton discours. Les légumes, les céréales, les viandes blanches, les poissons, et tout ça, c'est l'Italie. Moi, un jour, quand j'ai vu Monsieur Ducasse, le grand chef, qui a fait son restaurant de légumes et des produits... de la mer au Plaza, je lui ai dit, Alain, bienvenue au Barcail. Il m'a dit, mais pourquoi? Parce que c'est notre cuisine. On rajoute la graisse végétale, et on est en Italie. D'accord. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, Luigi? Oui, disons qu'il y a un peu peut-être un stéréotype
en Italie, et c'est vrai que la cuisine française, elle est perçue comme une cuisine très élaborée. De la haute cuisine, en fait, et non pas de la cuisine maison. Voilà, c'est pas la cuisine de tous les jours. Tandis que, bon, on dit, nous, en Italie, ce qu'on mange au restaurant, souvent, c'est le plat de ma grand-mère, etc. Donc, là, naturellement, il y a des exagérations d'un côté et de l'autre, parce que la cuisine française n'est pas seulement que la grande cuisine. Bien sûr, mais c'est un peu perdu chez nous, la cuisine maison, la cuisine des mamans et des grands-mères. Ce que disait Massimo, il a raison, c'est-à-dire c'est l'histoire de l'Italie à nouveau là qui est importante. L'Italie est un pays qui s'est unifié il y a 150 ans ou un peu plus, donc c'est un pays où il y a plusieurs capitales donc qui ont gardé dans le temps leur tradition et un lien très fort avec des savoir-faire anciens qui peut-être s'est un peu perdu en France. Mais bon voilà. Puis pour rebondir sur ce que vous disiez, Vincent, disons les légumes, la cuisine des légumes, c'est vrai, ça c'est un autre grand atout. Oui, parce que chez nous, le légume, c'est une garniture. Traditionnellement, c'est une garniture d'une viande. Voilà, alors que chez vous, c'est vraiment une cuisine de légumes. Il y a une cuisine de légumes. Oui, il y a une cuisine de légumes. Ça, c'est formidable. Il y a une grande tradition et qu'on redécouvre naturellement de plus en plus. Parce que naturellement, tout le monde veut être en forme, veut être sûr de oui, on aimerait bien en tout cas le plus longtemps possible, oui. Sans beurre. Voilà, donc voilà, donc la cuisine de légumes, c'est tout à fait un grand atout sur lequel on peut miser encore plus. Bien, Luigi, Massimo, le temps passe vite. Encore un dernier mot, Massimo. Comment est-ce que se profile ce dossier de la gastronomie italienne à l'UNESCO? On en est aux premières marches de cet escalier. Déjà, moi, je dirais que je suis étonné qu'on n'y soit pas déjà. Donc, on est déjà arrivé. Moi, je pense qu'on est à une très bonne phase. Je pense que la cuisine italienne, comme la française, n'est pas à être dans l'Olympe de la gastronomie. Je pense que c'est incohérent. Voilà. Voilà. Donc ça devrait, si la logique marche, on devrait y être. Voilà. Bon, et puis là, on est confiant, puis la décision sera prise à l'automne 2025, donc on sera là. On pourra reparler à nouveau de ça. Bah oui, on n'attendra pas. On a des très bons ambassadeurs comme Massimo, donc on compte aussi sur nos excellents ambassadeurs dans les différents pays et en France aussi. Merci beaucoup, messieurs. Il faut faire place un petit peu à la cuisine française parce que là, c'est la saison qui le commande. On est passé de la truffe blanche et ça y est, la truffe noire va arriver. J'adore. Oui. On passe un peu de l'Italie à chez nous. Voilà, c'est fini, mes amis. Et que vous préfériez les burgers, qu'ils soient français en Amérique, ou les pizzas, les pâtes et toute cette gastronomie italienne en France, vous étiez servi ce matin. Vous êtes au marché au moment où l'émission a lieu. Je vous rappelle que vous la retrouvez en podcast. Vous pouvez vous régaler à nouveau de toute cette émission si vous voulez. Je vous laisse avec les infos de 11h. Oui, parce que le temps passe vite. Après, vous retrouvez comme d'habitude Alessandro De Vecchio en toute vérité. Pour lui aussi, à mon avis, ça sera burger ou pasta. Il y a le choix ce matin, on est bien. Allez, je vous laisse profiter de ce déjeuner du dimanche qui se prépare déjà sur Sud Radio. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.